Pourquoi apprend-on aux femmes à désirer le mariage ? Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours recherché l'amour. À la maternelle, j'avais un amoureux. On se faisait des bisous sur la bouche, on les comptait et on allait s'en vanter à nos camarades et aux adultes. Une pionne nous a même mariés à la récréation. Je me souviens d'une alliance faite de ficelles. Dès le collège, avoir un petit copain était devenu le but ultime. Être en couple était perçu comme un signe de maturité. Déjà, enfant, j'avais intégré que c'était ça qui comptait, l'amour romantique. Il fallait le chercher, le trouver et le garder. Puis j'ai grandi, et après quelques relations pas forcément bonnes pour ma santé mentale, j'ai arrêté de chercher. Et c'est en arrêtant de chercher quelqu'un d'autre que je me suis trouvée moi-même. Alors je me demande, pourquoi ai-je si longtemps désiré l'amour romantique ? D'où vient cette injonction à prendre soin d'un homme, le soutenir, l'aimer inconditionnellement, en oubliant mes propres besoins et envies ? Pourquoi j'ai rêvé de mariage avant même de savoir ce qu'était l'amour ? J'ai pas eu à chercher bien loin, pour être honnête. On a tous et toutes, très tôt, entendu cette question. Alors, t'as un amoureux à l'école ? Vous allez vous marier ? Et cette phrase au dîner de famille ? Alors, t'as un Jules ? Cette constante allusion que si la réponse est non, tu rates quelque chose. T'es à côté de la plaque, t'es hors de la norme. Et il faut reconnaître que l'amour romantique était omniprésent dans mon enfance. C'était dans les chansons. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Dans les contes, les dessins animés. Excusez-moi, ma planche m'a échappé des mains. Et évidemment, les films Disney. Pour toutes mes héroïnes, le happy end se résumait à une seule chose, tomber amoureuse et se marier. Un jour, mon prince viendra. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Pourtant, quand on regarde de plus près, les aspirations des héroïnes Disney ne tournent pas autour du mariage, mais de la liberté et de l'émancipation. Ariel veut découvrir le monde des humains. Belle veut sortir du quotidien de son petit village. Et Cendrillon veut fuir la maltraitance de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Il y a un truc récurrent et obligatoire dans les films Disney, c'est la chanson « Je veux ». Je veux vivre autre chose que cette vie. Moi je voudrais parcourir le monde. Je voudrais déjà être roi. Ces chansons illustrent les désirs profonds des protagonistes. Souvent, ce sont des désirs d'évasion, de dépassement de soi ou de changement radical dans leur vie. La plupart des versions françaises sont bien traduites, mais il y a quelques exceptions qui m'ont fait tiquer. Par exemple, dans La Petite Sirène, on a grandi en entendant ça. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Alors que les paroles de la version originale illustrent un sentiment complètement différent. I don't know when, I don't know how, but I know something's starting right now. Quand je me suis rendu compte de cette traduction, ça m'a énervée. La Petite Sirène, c'est vraiment le film Disney que je me souviens le plus avoir regardé quand j'étais petite. Je l'ai saigné ce film. Je pouvais le regarder plusieurs fois par jour. J'ai eu un déguisement maison de queue de poisson. Je chantais la chanson d'Ariel à mon petit frère comme berceuse. J'étais complètement obsédée. Et en grandissant, j'ai accepté que, oui, ma princesse préférée a abandonné toute sa famille, le monde qu'elle connaissait et une partie de son identité pour un prince qu'elle ne connaissait pas et à qui elle n'a littéralement jamais parlé. Alors ensuite, lui retirer la phrase qui traduit sa détermination, sa soif de liberté pour la remplacer par une déclaration d'amour niaise, Ariel ne parle pas pendant la moitié de son propre film. Et quand elle le fait, on gomme l'essence de son désir profond. Quelle indignité. Dans le live-action de 2023, Halle Bailey réussit à lui rendre cette rage et cette ambition. Là où le dessin animé montrait une Ariel rêveuse, la version moderne la rend courageuse et déterminée. I don't know when, I don't know how, but I know something's starting right now. Watch and you'll see. Ariel a toujours voulu être humaine, pour quitter l'océan tyrannique de son père. Le prince n'est qu'un déclencheur, pas une finalité. Et ce n'est pas le seul exemple. La VF de Cendrillon trahit elle aussi le sens original. Au lieu d'un message plein d'espoir, No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. nous avons droit à une traduction qui affirme que le rêve d'une vie, c'est l'amour. Rien à voir en fait. Women,
They have minds. And they have souls, as well as just hearts. And they've got ambition, and they've got talent, as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. Cette réécriture française n'est pas anodine. Comme l'explique Mona Chollet dans Réinventer l'amour, le patriarcat socialise les filles à croire que l'amour, et par extension le mariage, est la clé de leur bonheur. On leur apprend à attendre, à espérer, à se modeler à une image désirable, tout en assumant la responsabilité émotionnelle, domestique et logistique du couple. Il me paraît indéniable que, en abreuvant les filles et les femmes de romance, en leur vantant les charmes et l'importance de la présence d'un homme dans leur vie, on les encourage à accepter leur rôle traditionnel de pourvoyeuse de soins. On éduque les femmes pour qu'elles deviennent des machines à donner et les hommes pour qu'ils deviennent des machines à recevoir. Pendant que les hommes se reposent des femmes, les femmes s'occupent des hommes, tendrement. D'ailleurs, elles n'ont pas le choix. Par la cuisine à faire et le linge à laver, l'homme se garde de se faire oublier. Et de toute façon, il n'est pas question de l'oublier, l'homme. Car oui, de manière générale, les femmes sont les perdantes du couple hétérosexuel. On parle beaucoup de charge mentale depuis quelque temps. Mais ce n'est pas la seule. Avant de se fatiguer le cerveau à gérer la maison et le couple, les femmes se fatiguent le corps. La charge esthétique prend une grande place dans le quotidien des femmes qui veulent entrer sur le marché de la bonne meuf, comme le dit Virginie Despentes dans King Kong Theory. L'épilation, 55 € chez l'esthéticienne environ. Une femme occidentale va dépenser environ 300 000 $ au cours de sa vie dans le maquillage, sans compter le démaquillant et les accessoires comme les pinceaux, les applicateurs ou les soins pour le visage. La coiffure aussi est environ de 200 € tous les 2 mois. Les vêtements, le corps féminin doit être soigné, maîtrisé. Sortir de cette norme, c'est prendre le risque d'être jugé comme négligé. Donc, avoir une mauvaise place sur le marché de la séduction ou simplement ne pas pouvoir trouver d'emploi. Puis, il faut penser à la contraception. Encore majoritairement assumée par les femmes, elle implique des coûts. Une femme va dépenser en moyenne entre 144 et 324 € par an selon son dispositif contraceptif, qui ne sera pas toujours remboursé par la Sécu. Les consultations non plus ne sont pas entièrement remboursées et il peut y avoir des imprévus. La pilule du lendemain, avant d'être gratuite depuis le 1er janvier 2023, coûtait entre 3,50 € et 20 €. Sans oublier les effets secondaires, cette charge mentale et financière est lourde et rarement partagée. Quand les couples s'installent ensemble, la charge mentale et domestique est assurée, encore une fois, par les femmes. La sortie, pour un homme, c'est le signe qu'il en a fini avec sa journée. Pour une femme, la sortie d'usine, ou d'atelier, ou de bureau, ça veut dire la liberté de commencer le travail qui la concerne, elle. Car une autre journée l'attend à la maison. Ou plutôt, la deuxième partie d'une journée, entreprise le matin et interrompue par le travail à l'extérieur. Même dans les couples égalitaires, ce sont les femmes qui planifient, organisent, anticipent. Elles voient leur temps de ménage augmenter de 7 heures par rapport à quand elles étaient célibataires, alors que les hommes voient ce temps diminuer de 2 heures. Enfin, je comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Ça me paraît vraiment quelque chose de complètement surréaliste. Mais c'est pas surréaliste du tout. Enfin, je te parle de quelque chose d'élémentaire. Je crois que si je devais travailler, il faut quand même que j'ai une chemise à mettre. Tu t'en occupes de ta chemise, enfin. Et lorsqu'elles deviennent mères, les écarts se creusent. Les femmes passent de 7 heures de ménage par semaine à 28 heures. Et les hommes, de seulement 9 heures à 10 heures de ménage par semaine après la naissance du premier enfant. Sans oublier que pour devenir mère, les femmes doivent arrêter leurs études, sacrifier leur carrière, refuser des promotions ou prendre des temps partiels. Ces sacrifices se traduisent par des inégalités économiques. Les femmes gagnent en moyenne 40% de moins que leur mari. Eux, au contraire, tendent à progresser dans leur carrière après la naissance d'un enfant. En plus, ils sont valorisés par le moindre geste du quotidien, comme changer une couche ou préparer un repas, alors que ces gestes restent attendus et invisibles quand ils sont accomplis par les femmes. Je me suis pas écoutée en fait dans cette relation. J'ai essayé de coller à en fait c'est ça un couple, on se rencontre, on a une attirance, on est amoureux et ensuite on reste ensemble coûte que coûte et on fait les choses ensemble, on fait tout ensemble. C'est cette idée aussi que la femme, c'est aussi l'infirmière, c'est celle qui écoute, c'est celle qui règle les problèmes, celle qui s'oublie. Pendant plusieurs années, ça m'a valorisée. Et après, ça a été moins évident. Alors, à qui profite le plus le mariage ? Une étude de Wilcox et Wolfinger raconte que les hommes mariés gagnent plus, sont en meilleure santé et se déclarent plus heureux. À l'inverse, les femmes mariées n'affichent pas les mêmes gains. En 2019, Paul Dolan, professeur de sciences comportementales à la London School Economics, a fait polémique en affirmant que les femmes célibataires sans enfants étaient le groupe le plus heureux.
Et même s'il a ensuite nuancé ses propos, d'autres chercheuses comme Bella De Paolo, affiliée au département de psychologie et sciences du cerveau, ont confirmé que les femmes célibataires jouissent souvent d'un réseau social plus solide, d'une plus grande autonomie et d'un sentiment de croissance personnelle plus fort. Ça me pèse pas non plus outre mesure d'être célibataire. Enfin, je me sens beaucoup moins seule que quand j'étais en couple. Les relations sociales que j'ai aujourd'hui, que je choisis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort en fait que ce que j'avais dans un couple. Je pense que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, cette vie un peu... j'aime pas le mot communautaire, mais il y a quand même quelque chose de ça. Faire ensemble, je me sens pas seule en fait. Et juste pour revenir sur les contes de fées, quand on regarde bien, ce sont souvent les hommes, les princes, qui ont besoin d'une femme pour être complets, pour accomplir leur destinée, et parfois même pour survivre. C'est la bête qui doit trouver la femme qu'il aime pour briser sa malédiction. C'est le prince de Cendrillon qui lance une chasse à la pantoufle pour retrouver la femme idéale. C'est Aladdin qui ment sur sa situation pour séduire Jasmine, conscient qu'elle est sa seule chance de sortir de sa vie de pauvreté. Et c'est le prince Naveen, ruiné et transformé en grenouille, qui a besoin de Tiana pour retrouver sa forme humaine et une stabilité financière. Ces récits, finalement, montrent surtout que ce sont les hommes qui sont transformés par l'amour, alors que pour les femmes, cet amour implique souvent une perte d'autonomie ou un sacrifice. Comme le rappelle Stephanie Kuntz dans son livre Mariage, l'amour n'a pas toujours été au cœur du mariage. Pendant des siècles, l'union de deux personnes était un accord économique et politique. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. It may not be for you, but it most certainly is for me. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que l'amour devient une raison légitime pour se marier. La fin du 19e, le début du 20e siècle, c'est aussi le moment où les représentations du mariage d'amour se diffusent dans une nouvelle culture de masse, qui infuse à toutes les strates de la société. Donc dans les romans feuilletons, dans la presse magazine qui, elle, se diffuse beaucoup pendant l'entre-deux-guerres, et notamment dans la presse féminine, dans les courriers de lecteurs et de lectrices, les courriéristes du cœur apprennent à leurs lectrices qu'il y a un nouvel objectif à chérir, c'est le bonheur conjugal. Et donc, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, disons à belle époque, entre deux guerres, en gros, il y a un moment que les historiennes ont identifié comme étant l'érotisation de la sphère conjugale. Aujourd'hui, les femmes sont plus libres, plus indépendantes. Mais alors pourquoi continuent-elles de se marier? I am a modern woman. Like, I could have been anything. Anything. But I chose to become a bride. On a fait croire aux femmes que leur émancipation, leur carrière, leur permettrait de trouver leur place ailleurs que dans le foyer et de prouver leur valeur dans la société. Et pourtant, leur réussite semble encore et toujours mesurée par leurs choix matrimoniaux. Dans son film Matérialiste, sorti en juin 2025, Céline Song, qui a réalisé Past Lives aussi, que je vous recommande, il est super, s'inspire de son expérience de 6 mois en tant que matchmakeuse et met en évidence le nouveau rapport entre amour, mariage et consommation. Il faut se marier, oui, ça c'est bien intégré, mais pas avec n'importe qui. Who our partner is, it determines our whole life and how we live. Not for 1, 2, 10 years, but forever. Lucie, notre protagoniste, travaille dans une agence matrimoniale, Adore. Elle aide les élites new-yorkaises à trouver le ou la partenaire parfaite. Le mariage y est présenté comme l'aboutissement d'une vie. Non plus comme un contrat arrangé entre deux familles, mais comme une récompense. La récompense. Les femmes choisissent aujourd'hui leur partenaire, mais avec grande attention. Ce choix doit répondre aux attentes sociales lourdes. Réussir sa vie passe par réussir son couple. Vous nous voyez un peu comme le petit couple idéal où tout va bien, on s'entend bien, on est une équipe. On avait souvent ce mot-là, on est une équipe. C'était un peu comme ça que je parlais de mon couple à l'extérieur. On se complétait, quoi. Du coup, j'ai dit ouais. J'ai dit oui. J'ai joué, que j'étais hyper contente. J'ai joué. Je crois que c'était toute l'idée de ce couple qui me plaisait. Tout ce que ça représentait. On n'était pas issus du même milieu social, donc moi j'allais monter dans le niveau social. Je pense que ça, c'était des attentes aussi un peu familiales, parentales. Cette idée de nous, on est des ouvriers, mais il faut que nos enfants ils fassent mieux que nous. Et donc là, j'allais y arriver à travers lui, qui était
c'était une famille de nobles siciliens qui avaient... Enfin voilà, il y avait tout le truc là qui faisait un peu rêver, quoi. Il y a d'ailleurs un décalage entre les attentes des deux genres. Alors que les femmes cherchent le prince charmant, beau, grand, riche, qui les soutiendra financièrement et émotionnellement à fonder une famille, de l'autre côté, on a des hommes qui priorisent exclusivement des femmes qu'ils font trouver séduisantes ou carrément plus jeunes. I have a really special client. Her name's Sophie. She's a highly accomplished lawyer. She's 39. I wasn't really thinking 30s. So when you said older... I meant more like 27, 28. I don't care what she's like or how she lives. I just care that she's my type physically. What's your type physically? Fit. On voit bien que dès le début, il y a un fossé qui est creusé. Les attentes ne sont pas les mêmes parce que les injonctions ne sont pas les mêmes. On a tellement appris aux clientes de Lucie à désirer le mariage, à s'installer et à fonder un foyer. On leur a tellement vendu cette idée, à elle comme à moi, qu'une femme ne peut être totalement accomplie sans être mère, et qu'il faut construire sa valeur sociale et son identité autour de ce mythe, qu'elles se sentent condamnées si elles n'atteignent pas ce but. I need you so badly. Yeah, I'm desperate. Can I give you my card? Lucie, dans son travail et sa vie personnelle, distingue bien deux choses, le dating et l'amour. Le dating, c'est le parcours du combattant. C'est des rendez-vous, des déceptions, des espoirs et des rejets. Trouver le partenaire idéal, le match parfait, devient une tâche ardue, mathématique. L'amour, à l'inverse, serait simple, spontané, insaisissable. Il ne se calcule pas, il se vit. Il y aurait donc deux types de personnes. Celles qui datent méthodiquement, avec une approche rationnelle. We're talking about a million guys. But half of them are married. 10% are gay. I want someone college educated, not too ugly, so... There's your boyfriend. I wish. He's gotta be taller than me, and he's gotta want kids. So yeah, I'm on 10 different dating websites to increase my odds. Et celles qui s'unissent simplement parce qu'elles s'aiment, sans égard pour les circonstances extérieures. You jump high, jump right. Sauf que parfois, l'amour ça suffit pas. Lucie apprend cette leçon à travers sa relation avec John. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, et elles se sont aimées, ont essayé, mais leurs désirs et leurs projets de vie n'étaient pas compatibles. Malgré leurs sentiments, ça n'a pas suffi. En gros, John est fauché, et il ne peut offrir le mode de vie auquel Lucie aspire, ce qui la frustre. And however much you hate me, I promise, I hate myself more. I don't hate you. You do. And it's not because we're not in love. It's because we're broke. Puis entre Harry, immensément riche, intelligent, tendre, mature et compatible sur tous les plans. Pour Lucie, qui vient d'un milieu modeste et qui a renoncé à sa carrière d'actrice pour un métier rationnel et structuré, Harry coche toutes les cases. You are what we call in my industry a unicorn. Mais ses certitudes vacillent lorsqu'une de ses clientes, Sophie, subit une agression. Lucie, naturellement, se sent responsable. C'est elle qui les a présentés, et c'est en elle que Sophie avait confiance. Mais Lucie n'a rien vu venir. Elle croyait pouvoir tout anticiper. Et He checked a lot of our boxes. Ne peut pas servir d'excuse. Ce choc fait vaciller les croyances de Lucie. Elle réalise qu'elle ne contrôle rien. Et déstabilisée, elle se tourne vers ce qu'elle connaît. John. Un homme qui a vu ses failles et avec qui elle peut être elle-même. Pas besoin de faire des maths, pas besoin de performer. En ligne, le film a été qualifié de broke man propaganda, la propagande de l'homme fauché. Habituellement, dans les triangles amoureux, on oppose l'homme pauvre et passionné à l'homme riche mais froid. Et on le sait que c'est l'homme pauvre qu'il faut choisir. C'est lui l'amour véritable. Qu'importe l'argent, qu'importe le confort, la stabilité, l'amour est ce qu'il y a de plus important, de plus pur. C'est lui qu'il faut choisir. Why shouldn't the courtesan choose the Maharaja? Because she doesn't love you! Sauf que là, pour moi, ça ne marche pas. C'est difficile de détester Harry. Déjà parce qu'il est joué par Pedro Pascal. Mais surtout parce qu'il n'est pas ce stéréotype de l'homme fortuné et mauvais. Au contraire. I'm looking for someone who understands the game, how the world works. I'm looking for someone I respect and trust. Someone who knows more than me. Son seul tort est de ne pas être amoureux de Lucie, et Lucie n'est pas amoureuse de lui. Donc, il s'efface peu à peu jusqu'à disparaître du film, laissant une relation présentée comme creuse, alors que tous les deux ont fait preuve d'écoute et de respect l'un pour l'autre depuis le début. La règle du cinéma, c'est show, don't tell. Céline Song nous dit que Lucie et Harry ne sont pas compatibles.
Elle ne nous l'a pas montré, et du coup j'ai du mal à y croire. À la critique de Broke Man Propaganda, Song a répondu: I think that wealth is a great drug of our time. I think that we're seeing a society that is so obsessed with wealth and so comfortable with the wealth gap. But poverty is not the fault of the poor. Capitalism is going to try to colonize and eat everything, and it's trying to eat love too, right? So I think that there is a kind of we're falling for the propaganda of the wealthy, that love is only the thing that the wealthy can do, right? But the truth is that actually how much education, power, money you have does not change if you're going to be good in love. It actually has nothing to do with it, actually. So love is still free, you know? Yeah. And love is freedom. Dans l'absolu, elle a raison. Le sentiment amoureux est gratuit. Mais comme le dit Bell Hooks, l'amour n'est pas un sentiment, c'est un verbe. Et dans une société comme la nôtre, et encore plus à New York, aimer implique de vivre ensemble, et donc de composer avec les contraintes matérielles et financières. Or, John et Lucy ont déjà essayé de vivre leur histoire d'amour, sans succès. Rien n'indique que leurs aspirations aient changé, qu'elles ne referont pas les mêmes erreurs, ne revivront pas les mêmes disputes. Dire que l'amour est gratuit me paraît une réponse naïve, presque privilégiée. Car même si l'amour est bien brut et authentique, il n'est pas suffisant dans un monde où les conditions matérielles pèsent sur la possibilité même de le faire durer. Dans son livre Tout sur l'amour, Bell Hooks reprend la philosophie décrite par les psychanalystes Erich Fromm et Scott Peck. Aimer quelqu'un ne relève pas seulement de la puissance d'un sentiment, mais d'une décision, d'un jugement, d'une promesse. Si l'amour n'était qu'un sentiment, la promesse de s'aimer pour toujours n'aurait aucun fondement. Le sentiment peut faire irruption, comme il peut disparaître. Peck s'appuie sur la définition de Fromm lorsqu'il décrit l'amour comme la volonté de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Et il ajoute : l'amour, c'est ce que l'on fait. L'amour est un acte de volonté, c'est-à-dire de désir et action, conjointement. Et la volonté implique aussi un choix. On n'est pas obligé d'aimer, on le décide. As long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. À mes yeux, Lucy aurait très bien pu trouver le bonheur avec Harry. Il incarne littéralement le partenaire parfait, réunissant écoute, sensibilité et stabilité financière. Avec de telles bases, il me semble plus facile de construire une relation durable, et rien n'empêche que l'amour puisse naître et grandir avec le temps. Ou alors, elle aurait pu choisir ni l'un ni l'autre, ou je sais pas moi, faire un trouble. Je pose la question, on peut pas poser la question. Le choix final de Lucy, revenir vers John, un amour ancien, imparfait, imprévu mais authentique, vient s'inscrire dans une logique narrative bien connue de la culture populaire. C'est Ross et Rachel de Friends, c'est Chuck et Blair de Gossip Girl, Ali et Noah de N'oublie jamais. C'est le fantasme du grand amour, celui auquel on revient toujours, même après des séparations, des conflits, des chemins de vie divergents. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. Il y a un grand paradoxe entre ce qu'on nous inculque en étant enfant et la réalité du monde dans lequel on vit. On nous apprend à chercher l'amour véritable, c'est ce qui nous mènera au conte de fées, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que sans capital économique, social et culturel, il est difficile pour une personne lambda de sortir de sa précarité, de se marier et de soutenir financièrement un foyer avec des enfants. C'est un vocabulaire politique et religieux. Religieux parce que la religion veut des couples plutôt hétérosexuels, puisque le but est quand même de se reproduire, et politique parce que la politique, elle veut des cellules féminines dans lesquelles on se reproduit. C'est toujours associé à la reproduction, cette histoire. Le mariage reste paradoxalement une protection juridique et économique cruciale pour les femmes. Il permet des aides financières en cas de décès du conjoint ou une répartition égale des biens en cas de séparation. Car rappelons que sans mariage ou sans contrat, le niveau de vie des femmes peut chuter drastiquement après une séparation. En moyenne, une baisse de 30% du niveau de vie pour les femmes contre seulement 6% pour les hommes. Ces conséquences ne sont pas éphémères. Beaucoup ne parviennent jamais à retrouver le niveau de vie précédent, surtout si elles ont la garde des enfants. Dans un système pensé pour les couples, des logements en passant par les aides sociales jusqu'aux horaires de travail et d'école, s'écarter de la vie conjugale, c'est s'exposer à une marginalisation économique. Le mariage, c'est un puissant égalisateur des patrimoines des femmes et des hommes. Mais depuis 20 ans, le processus avait commencé avant, mais ça ne fait que s'accentuer. Il y a de plus en plus de couples qui ne se marient pas. Et les plus riches, également, passent de plus en plus chez le notaire pour faire des contrats de séparation de biens, pour séparer leur patrimoine. Donc tout ça, ça produit une individualisation des patrimoines qui est défavorable à celles qui accumulent le moins, les femmes.
Les femmes continuent de porter l'essentiel des charges domestiques, parentales et émotionnelles et doivent souvent prioriser la stabilité matérielle pour elles, mais surtout pour leurs enfants. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de victimes de violences conjugales restent piégées. Sans ressources ni filet de sécurité, elles ne peuvent simplement pas partir. Historiquement, ce n'est qu'avec l'accès d'une véritable autonomie financière que le divorce est devenu possible pour les femmes. And I guess one could argue I was in a cage of my own making the moment I had kids. No. Got married. And at some point it all feels like the game is rigged. This was all hilariously inevitable. Selon une étude récente de l'INSEE, les femmes ont leur premier enfant à 29 ans en moyenne, soit 5 ans plus tard qu'en 1974. Parallèlement, une projection de la banque d'investissement Morgan Stanley, qui publie régulièrement des rapports socio-économiques, estime que 45% des femmes âgées de 25 à 44 ans pourraient être célibataires et sans enfants d'ici 2030. Ce recul des naissances inquiète les politiques et alimente de nombreux débats, mais il reste pour l'instant un phénomène minoritaire. Il révèle surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes choisissent de tracer leur propre chemin, en s'affranchissant des injonctions traditionnelles. Le mariage et la maternité ne sont plus perçus comme des passages obligés, mais des options parmi d'autres voies d'épanouissement. My own view is that the reduction in fertility, which of course is very largely a choice that people, and particularly women, have made, reflects some other things which are actually rather positive. And the idea that this is some kind of catastrophe, I think misses the most positive reasons why this has happened, which is that women have many more opportunities in life now than, well, everybody has to get married sometime in their late teens and then bring up children for 15 years.